Du coup, la définition, donc selon l'Association for Study of Pain, la douleur, c'est une expérience sensorielle et émotionnelle désagréable, associée à une lésion tissulaire, qu'elle soit réelle ou potentielle, ou décrite dans les termes impliquant une telle lésion. Alors, voilà pour la définition. On va voir un petit peu les 4 composantes de la douleur. Vous avez une composante qui est sensorielle, c'est-à-dire la détection du stimulus, l'intensité, sa durée, sa localisation. Une composante affective émotionnelle, qui peut être source d'anxiété, d'angoisse, voire même de dépression. Une composante cognitive, c'est-à-dire la perception douloureuse, la mémoire de la douleur. Si vous êtes brûlé une fois, vous allez vous souvenir que toucher du feu, ça va vous faire mal. Et une composante comportementale, des manifestations observables verbales ou non verbales, plainte, repli, entendre ou voir. On peut caractériser une douleur aiguë ou une douleur chronique. Une douleur aiguë, c'est un signal d'alarme qui permet de rechercher une cause. Ça a avant tout un rôle de protection. C'est-à-dire que, si vous, comme on a vu précédemment, si vous vous souvenez que toucher quelque chose, ça va vous faire mal, vous allez le retenir et éviter de le faire. La douleur, elle peut être récente, transitoire, et elle finit par céder rapidement. Par contre, elle peut être souvent intense. Une douleur chronique, par définition, c'est une douleur qui subsiste plus de 3 mois. Tant que on n'est pas à 3 mois, on ne peut pas parler de douleur chronique. Cela en fait du coup de facto une maladie qui peut vraiment retentir sur la qualité de vie, diminution de l'appétit, troubles du sommeil. Ça va bouleverser votre vie quotidienne et donc la qualité de vie du patient. Ensuite, on a la douleur qu'on peut classifier par son mécanisme. Donc on a la douleur qu'on qualifie de nociceptive. C'est une stimulation excessive des récepteurs périphériques qui vont entraîner une douleur intense. Il y a des phénomènes mécaniques, inflammatoires, thermiques et chimiques. Le seul moyen de stopper ces douleurs, c'est de diminuer ou d'arrêter les transmissions de ces messages électriques qui vont vers les centres supraspinaux. La douleur neurogène, elle, ça ne résulte pas de lésions tissulaires, mais d'une interruption des voies nociceptives entraînant une perturbation des transmissions. En gros, c'est des douleurs. En gros, le mécanisme, c'est qu'il y a un problème au niveau du nerf, du câble électrique, qui véhicule le message douloureux depuis le récepteur périphérique et par la moelle épinière et l'encéphale. Ces douleurs sont permanentes et elles se manifestent plutôt par des sensations de brûlure paroxystique et des troubles de la sensibilité tactile. Il y a souvent il y a souvent d'autres signes associés aux douleurs neurogènes. Par exemple, l'hypoesthésie, c'est un déficit de sensibilité globale. L'anesthésie, là, c'est une absence totale de sensibilité. L'allodynie, c'est une douleur exagérée produite par un stimulus non nociceptif. Par exemple, rien que vous palpez le mollet, normalement ça ne fait pas mal et là ça va faire très mal au patient. Une hyperalgésie, c'est une sensibilité douloureuse exagérée. Par exemple, une douleur rien qu'en effleurant la peau. Une hyperesthésie, c'est une sensibilité cutanée exagérée. Donc là, c'est pareil, c'est normalement quand vous touchez quelque chose, vous avez une sensation tactile, et là, la sensation va être vraiment exacerbée et va devenir désagréable. Vous avez ensuite les douleurs psychogènes. Donc c'est des douleurs qui n'ont vraiment aucune cause somatique. Il n'y a aucune anomalie si on faisait une biopsie au niveau des nerfs. Il n'y a aucune explication qui explique les douleurs du patient. Donc c'est avant de dire que la douleur est psychogène, bien sûr, il faut éliminer les douleurs organiques. Donc c'est un diagnostic d'élimination. Ce qui rend difficile l'évaluation de ces douleurs, c'est leur description qui est souvent luxuriante, imprécise, variable, et de sémiologie totalement atypique qui va vraiment être différente selon les patients. Donc au niveau physiologie, vous avez donc des récepteurs nociceptifs à la douleur au niveau de votre peau et de tous vos organes qui sont disséminés vraiment partout dans l'organisme. Aussi bien dans des structures profondes comme votre foie, votre plèvre, que des choses périphériques comme votre peau. Ces récepteurs donc réagissent aux stimuli nocifs et donc tout ce qui peut endommager les tissus. Par exemple, si vous coupez, ça va endommager donc votre épiderme et votre derme, et donc ça va libérer, ça va mettre à nu des récepteurs à la douleur. Les dommages altérations tissulaires vont libérer une réaction inflammatoire, plein de substances chimiques qu'on appelle des bradykinines, qui vont activer donc ces nocicepteurs, ces récepteurs à la douleur. Ces bradykinines vont aussi déclencher
la libération d'autres substances comme l'histamine, la prostaglandine, qui eux vont déclencher la cascade inflammatoire. Et donc c'est grâce à ces substances que par exemple quand vous butez, vous allez avoir une rougeur au niveau de votre peau. Les bradykinines se lient également aux terminaisons axonales des récepteurs de la douleur, ce qui va donc générer un potentiel d'action électrique qui va remonter le long de la fibre nerveuse et donc remonter à terme jusqu'à votre cerveau pour vous faire comprendre qu'il y a une douleur. L'ATP que les cellules endommagées libèrent dans l'espace extracellulaire vont stimuler aussi les récepteurs sur des neurofibres de type C. Donc en gros, on va voir après qu'il y a différents types de nerfs et que les nerfs de la douleur, c'est préférentiellement les nerfs de type C. Donc sur ce schéma, vous voyez bien qu'on a le stimulus au niveau de l'épiderme. Le message électrique va remonter vers le ganglion spinal, puis passe par la moelle épinière et remonte vers le cerveau. Ce message nociceptif résulte d'une stimulation douloureuse au niveau des terminaisons nerveuses des tissus cutanés, musculaires et articulaires, ainsi que des viscères. Et donc ce message est véhiculé ensuite par les nocicepteurs, puis des fibres spécifiques que sont des nerfs, et c'est ce qu'on appelle la voie afférente, la voie qui va de la périphérie vers le cerveau. Ces nocicepteurs de type C jouent un rôle majeur dans la détection et le codage de l'intensité de la douleur cutanée. La caractéristique de ces fibres C, c'est qu'elles sont démyélinisées, et donc qu'elles sont en gros les fibres nerveuses les moins rapides de l'organisme. On a des fibres C, des fibres A, des fibres alpha, des fibres bêta. Elles peuvent être activées par des stimulus mécaniques, thermiques et chimiques. Donc c'est pour ça qu'on dit que ce sont des fibres polymodales. Les autres fibres nociceptives, nettement moins importantes, c'est les A delta, qui sont également peu myélinisées. Donc voilà, sur ce schéma, vous voyez les différents types de fibres nerveuses, A alpha, A bêta, A delta et les fibres C. Donc les fibres C, retenez que ce sont surtout celles-là qui vont véhiculer les messages douloureux. Elles sont non myélinisées, elles sont de gros calibre et donc la transmission est lente. C'est pour ça que on va comprendre que la sensation tactile, donc A alpha, A bêta, elle va aller beaucoup plus rapidement. C'est pour ça que souvent quand vous prenez un coup de poing, vous vous rendez compte d'abord que vous êtes fait frapper avant d'avoir la douleur qui apparaît après. Donc sur ce schéma, on voit le message douloureux que vous voyez représenté en bleu. Donc une fois que le message atteint la moelle épinière, il va transiter par un neurone transmettant les flux douloureux et ensuite vers le tractus. Il va remonter toute la moelle épinière vers le tractus spinothalamique antérieur afin d'arriver vers votre encéphale où nous avons une aire cérébrale spécifique de la douleur qu'on appelle l'aire somesthésique du cortex, que vous voyez ici représenté en bleu, avec selon la localisation, des aires qui vont, qui vont traduire la douleur de différents endroits de votre organisme. Par exemple, si vous avez un goût vraiment désagréable, ça va être l'aire numéro 43 sur le schéma. Si vous avez des douleurs au niveau du membre supérieur gauche, ça va être plutôt le chiffre numéro 2 sur le schéma. Donc ce schéma reprend un peu toute la synthèse des schémas précédents. Vous voyez donc sur l'étape 1 le stimulus qui va léser votre peau, déclenchement d'une cascade inflammatoire, libération d'histamine, de sérotonine, de prostaglandine et de bradykinine, qui vont entre autres se fixer sur les nocicepteurs, vous voyez sur l'étape 4, déclenchement d'un potentiel d'action qui va se propager tout d'abord vers le ganglion spinal référent, et ensuite le message électrique va emprunter la corne postérieure de votre moelle épinière et remonter vers l'encéphale. Le cerveau va analyser ce potentiel électrique et ensuite peut, s'il le souhaite, générer une réaction motrice adaptée. Donc vous voyez que le message effecteur cette fois redescend là en rouge, à nouveau vers votre moelle épinière, puis va entraîner un ordre à votre muscle. Imaginons par exemple, donc vous avez touché une casserole brûlante, ça déclenche une réaction inflammatoire, le message se véhicule vers votre cerveau, vous comprenez que vous touchez quelque chose qui est brûlant, et hop, par réflexe, vous allez retirer votre main en déclenchant le potentiel d'action qui va stimuler votre muscle.
Maintenant qu'on a compris un peu mieux le mécanisme de la douleur et ses différentes définitions, on va maintenant évaluer cette douleur. Donc tout d'abord, il n'y a pas de corrélation entre l'importance d'une lésion et l'intensité de la douleur. C'est pas parce qu'il y a une petite plaie qu'elle fera moins mal qu'une grande plaie, par exemple, pour schématiser. Il n'y a pas de signe extérieur. L'absence de signe extérieur ne signifie pas absence de douleur. C'est pas parce qu'il n'y a rien de visible qu'on ne peut pas avoir de douleur. Imaginons que vous avez l'appendicite, vous n'allez rien voir sur votre ventre et pourtant, il y a une inflammation à l'intérieur et ça fait mal. Chaque personne est unique dans la douleur et dans son soulagement. On n'a pas tous la même tolérance à la douleur. Ça va varier vraiment d'un individu à l'autre. Ça peut être influencé par des phénomènes culturels, des phénomènes psychologiques. Par contre, ce qu'on remarque, c'est que cette tolérance de la douleur va augmenter avec l'âge. On a également remarqué que les émotions influent sur la tolérance de la douleur. Si vous êtes en état de stress, vous venez d'être victime d'un accident de voiture, même si vous avez à peine une dermabrasion au niveau du bras, ça va vous faire hyper mal parce que vous avez en plus les émotions qui vont exacerber votre ressenti douloureux. Pour mesurer cette douleur, on a plusieurs outils que vous allez pouvoir utiliser lors de votre carrière paramédicale. On a l'échelle verbale simple, qu'on appelle le VS. En gros, pour simplifier, il suffit de demander verbalement au patient d'évaluer sa douleur entre 0 et 4. À savoir 0, pas de douleur, douleur faible, douleur moyenne, douleur forte et douleur très forte. C'est un outil d'auto-évaluation. Nous avons ensuite l'échelle numérique. Celle-là, elle va permettre au patient de noter sa douleur entre 0 et 10. Vous lui demandez donc de donner une note entre 0 et 10 à sa douleur, sachant que 0 c'est l'absence de douleur et 10 c'est une douleur la plus forte possible qu'on préférerait mourir que de ressentir ça. Et c'est le patient donc qui va vous donner ce chiffre. Ça c'est l'échelle numérique. C'est pareil, c'est un outil d'auto-évaluation vu que c'est le patient qui va lui-même donner la réponse. Vous avez ensuite quelque chose de plus recommandé, mais moins facile à mettre en place, c'est l'échelle visuelle analogique. Donc là, vous allez montrer au patient une réglette et il va déplacer lui-même un curseur. Et sur le curseur, après, vous allez avoir un chiffre à la douleur. C'est plus simple avec un visuel. Donc en gros, le patient voit l'image du haut, pas de douleur, douleur insupportable, et il va déplacer le curseur jusque douleur insupportable, comme il en a envie. Et vous, de l'autre côté de la réglette, ça va vous donner un chiffre que vous allez pouvoir noter dans la prise des constantes du patient. Ça, c'est facile pour les patients adultes qui sont capables de s'exprimer. Par contre, pour des enfants, pour des nouveau-nés ou pour des patients avec des troubles cognitifs importants, ça ne va pas être faisable. Donc c'est pour ça qu'on a inventé d'autres outils. Donc je vais vous en présenter juste un de chaque. Pour la personne âgée, l'échelle DOLO+. Donc là, c'est une hétéroévaluation. C'est vraiment vous qui allez remplir une grille et pouvoir créer une note de douleur pour la patiente. Donc vous allez essayer de voir s'il y a des plaintes somatiques, des plaintes antalgiques, les mimiques du visage, la qualité du sommeil, comment ça se passe quand à la toilette, les mouvements, des mouvements anormaux, des troubles du comportement, de l'humeur. En analysant tous ces items, vous allez vraiment pouvoir avoir un score qui va vous aider à savoir si le patient est douloureux ou non. Pour l'enfant, pareil, on a besoin d'hétéroévaluation, notamment avant 3 ans. À partir de 3-4 ans, un enfant va être capable lui-même de vous dire s'il a mal, s'il a très mal, et vous montrer l'endroit de la douleur. Avant, c'est pas forcément évident, donc on a d'autres outils comme l'échelle des visages, que je vais vous présenter juste après. On dit qu'un enfant est capable d'utiliser la réglette à EVA à partir de 5-6 ans, et l'échelle numérique à partir de 7 ans, en gros, dès qu'il commence à avoir connaissance des notes du système scolaire français à l'école. Donc l'échelle des visages de Bierry, donc la voici. Donc vous voyez, on leur donne une petite réglette où il y a différents visages, et on demande à l'enfant de montrer le visage qui lui correspond pour qu'on analyse sa plainte douloureuse. Pour les nouveau-nés, donc là, on ne peut pas montrer un visage, donc là on a créé, un peu comme pour la personne âgée avec des troubles cognitifs, une échelle que vous allez devoir remplir pour évaluer sa douleur. Donc par exemple, si l'enfant pleurniche,
s'il a des mouvements incoordonnés, s'il gémit, etc. Et donc pareil, vous allez pouvoir scorer la douleur du nouveau-né. Comment la traiter maintenant, cette douleur que vous l'avez identifiée? Il y a quelques règles d'utilisation des antalgiques simples. Je ne vais pas rentrer dans le détail des différentes molécules, de leur mode d'action. Tout cela sera repris dans des cours de pharmacologie que vous aurez ultérieurement. Là, on va vraiment voir des règles de base pour l'utilisation d'antalgiques. Donc, en première intention, il faut toujours utiliser la voie la plus simple, c'est-à-dire la voie non invasive. Par exemple, la voie Péros, la voie transdermique pour des pages de morphine par exemple, la voie inhalée, et en gros, si c'est possible, éviter les intramusculaires, les intraveineuses. On essaye de choisir la molécule en fonction de l'intensité de la douleur, selon les paliers de l'OMS qu'on va voir juste après. On essaye de traiter la douleur à horaire fixe en fonction de la durée d'action du produit choisi. Le traitement douloureux est vraiment différent selon les patients. L'efficacité est différente selon les patients, le ressenti de la douleur est différent selon les patients. Donc il faut vraiment individualiser le traitement. C'est pas parce que le tramadol marchera super bien chez Jacques que ça va être la même chose chez Paul. Il faut vraiment s'adapter au patient. Donc une fois qu'on essaye un traitement sur un patient, on évalue son efficacité. Est-ce qu'il y a des contre-indications? On va l'introduire. Est-ce que ça va provoquer des effets secondaires chez ce patient? Par exemple, le tramadol, on sait que 15% des gens, ils vont avoir des vertiges, ils vont vomir, et donc ils ne vont pas supporter du tout le tramadol. Tant qu'on n'a pas essayé, on ne peut pas le savoir, mais si on voit que ça provoque ces effets secondaires très désagréables chez un patient, on l'arrête et on essaye une autre molécule. On peut essayer de prévenir les effets indésirables attendus. Par exemple, la morphine, on sait que ça constipe, donc avant que ça arrive, on prescrit des laxatifs en prévention. On évalue régulièrement la douleur. C'est pas parce qu'un patient vous a dit à l'entrée des urgences « j'ai mal à 8 sur 10 », vous lui donnez un tramadol et que c'est fini. Il faut réévaluer sa douleur toutes les 2 heures. Pourquoi? Parce que, ça peut avoir marché, mais après, ça peut revenir. Peut-être que le patient va avoir des effets indésirables. Donc vraiment, un traitement antalgique, ça se réévalue régulièrement. Ensuite, on peut modifier la posologie si ça ne marche pas ou changer de molécule. Donc l'OMS a créé 3 paliers antalgiques. Vous avez les antalgiques de palier 1, les antalgiques de palier 2 et les antalgiques de palier 3. Donc vous allez pouvoir normalement commencer par un palier 1. Si ça ne suffit pas, on peut essayer un autre médicament du palier 1 ou passer au palier 2. Et si inefficacité des antalgiques de palier 2, on peut passer au palier 3. Si le patient est vraiment hyperalgique, on peut d'emblée passer à un palier 2 ou palier 3. Par exemple, vous avez une fracture ouverte de la jambe, on se doute bien que du paracétamol ne suffira pas. Donc dans les paliers 1, vous avez en gros le paracétamol et les anti-inflammatoires. Dans les paliers 2, vous avez tout ce qui est codéine, tramadol, Accupan. Et dans les paliers 3, vous avez tout ce qui est morphinique. Donc les recommandations sont de commencer au palier qui correspond à l'intensité de la douleur et de passer d'un palier à l'autre quand ça ne suffit pas. On a des règles de substitution que vous verrez dans vos cours de pharmacologie. Par exemple, on sait que 60 mg de codéine, c'est pareil que 650 mg d'aspirine, que 200 mg de codéine, c'est pareil que 30 mg de morphine. On peut associer différents produits pour augmenter l'efficacité. Par exemple, c'est pas parce qu'on met de la morphine à un patient qu'on ne lui met pas de paracétamol. On sait que le paracétamol va augmenter l'efficacité de la morphine. Donc on peut associer des paliers 1 et des paliers 3 par exemple. Vous avez donc différentes voies d'administration. Donc on vous a dit que il faut essayer d'utiliser les voies non invasives. Quand on n'a pas le choix, on utilise des voies invasives. Donc la voie parentérale, on pose une intraveineuse au patient. Niveau oral, donc on a des formes orales pour tous les médicaments. Par exemple, le paracétamol existe en comprimé, en gélule, en forme effervescente, mais il existe également en perfusion et en voie rectale pour notamment les nouveau-nés. La douleur, maintenant qu'on sait comment la définir, la repérer, la traiter, à quoi ça va nous servir en tant que soignant? Ça peut nous servir à une orientation diagnostique. Imaginons, vous avez une douleur thoracique, un patient qui vient pour une douleur thoracique. En analysant cette douleur, ça va aider donc, les infirmiers et les médecins à évoquer un diagnostic et commencer la prise en charge du mieux possible pour le patient. Une douleur thoracique, on va essayer de caractériser sa localisation.
Est-ce qu'elle est médiothoracique, latérothoracique, basithoracique? Son type, est-ce qu'elle serre, est-ce qu'elle brûle? Est-ce que ça fait comme un poids, des coups de couteau, est-ce qu'elle est en barre? L'irradiation de la douleur, ça peut lancer vers l'abdomen, ça peut lancer vers les bras, les mâchoires, les omoplates. La cinétique, est-ce que ça apparaît brutalement? Est-ce que c'est monté crescendo? Est-ce qu'il y a des signes associés, de la fièvre, des nausées, vomissements, de l'essoufflement, etc. Donc l'infarctus du myocarde, par exemple, c'est décrit comme une douleur constrictive en étau, brutale, qui va être irradiante vers les bras et les mâchoires. L'embolie pulmonaire, qui est un autre diagnostic de douleur thoracique, sera plutôt une douleur basithoracique qui va être rythmée par la respiration par une irritation pleurale et qui de même, normalement, est plutôt une douleur aiguë. Le reflux gastro-œsophagien, donc c'est une douleur qui vient de votre œsophage, donc qui est derrière votre sternum. Ça va être des douleurs à type de brûlure ascendante. Et là, c'est rarement aigu, c'est plutôt quelque chose de chronique et qui apparaît progressivement. Ensuite, vous pouvez avoir des céphalées, donc les douleurs au niveau du crâne cérébral. Ça peut apparaître brutalement ou progressivement. Il faut savoir la localisation, est-ce que c'est plutôt au niveau du front en casque, d'un côté du crâne? Comment le patient décrit la douleur? Est-ce que ça brûle? Est-ce que ça fait comme des coups de marteau? Est-ce qu'il y a comme un poids dans la tête? Est-ce que ça lance dans mes cervicales, dans mes yeux, dans les oreilles? Est-ce qu'il y a des vomissements associés, de la fièvre, une raideur de nuque, une gêne à la lumière, une gêne au bruit? Vous verrez très souvent dans votre carrière des patients qui ont des migraines. La migraine, c'est une céphalée qui est progressive, qui va être d'un côté du crâne, droit ou gauche, hémicrânienne, qui va être pulsatile, comme un cœur qui bat, et qui doit être normalement, selon les critères, associée à nausées, vomissements et photophonophobie. Elle ne doit pas dépasser 72 heures de durée. L'hémorragie méningée, donc là, c'est quand vous avez un vaisseau qui saigne au niveau de votre encéphale. Donc là, c'est l'apparition vraiment brutale, on dit même en coup de tonnerre, avec des signes végétatifs, des vomissements au premier plan, une raideur de nuque, un syndrome méningé donc, avec une photophonophobie. On peut avoir une asymétrie des pupilles, des troubles de conscience. Au niveau de votre abdomen, donc là, pareil, on va pouvoir essayer de caractériser où est-ce que le patient a mal. Un abdomen, donc, c'est découpé en plusieurs cadrans. Vous avez donc d'abord l'épigastre, au niveau de votre estomac, puis à droite de l'épigastre, l'hypochondre droit où il y a le foie et la vésicule biliaire, et de l'autre côté, au niveau du 7 sur le schéma, ce sera plutôt l'hypochondre gauche, donc votre rate. Le cadran du milieu, c'est le cadran 2 où il y a votre ombilique, c'est la région périombilicale, avec de chaque côté les flancs droits et les flancs gauches. Puis en bas, numéro 3, l'hypogastre, où il y a votre vessie, vos organes génitaux. Et 6 et 9, les fosses iliaques, droite et gauche. Fosse iliaque droite bien connue pour héberger l'appendice, de la fameuse appendicite. Et le 9, plutôt le côlon sigmoïde, pareil, siège de diverticules qui peuvent donner des sigmoïdites. Outre sa localisation pour la douleur abdominale, on peut préciser son type. Est-ce que ça brûle? Est-ce que c'est comme un coup de couteau, comme des coliques? L'irradiation vers l'hémiceinture, en hémiceinture ou vers l'épaule droite, c'est assez typique d'une colique hépatique. Vers les organes génitaux, comme une colique néphrétique par exemple. Est-ce qu'il y a des signes associés? De la fièvre, des diarrhées, de la jaunisse, un ictère, des vomissements. Donc par exemple une péritonite, donc la perforation d'un organe creux. Donc là ce sera une douleur brutale et intense qui va se diffuser rapidement à l'ensemble de l'abdomen. Et souvent il y a des signes de mauvaise tolérance associés, de la fièvre parce que les bactéries qui sont libérées dans votre péritoine vont créer une infection assez rapidement. Et on peut avoir des signes de choc qui apparaissent assez rapidement avec une tachycardie, voire une hypotension. La colique néphrétique, pareil, très connue, c'est très brutal, c'est un calcul rénal en gros qui se bloque au niveau de l'urtère, quel que soit l'endroit de son trajet. Ça va vraiment être très intense, une des douleurs décrites comme les plus douloureuses de l'organisme, avec des gens qui vont arriver en sautant sur leur brancard tellement ils ont mal. Ça va lancer vers leurs organes génitaux et c'est normalement associé à une hématurie microscopique, voire macroscopique. La pancréatite, donc là c'est une douleur au niveau de l'estomac, qui est décrite comme transfixiante, qui va vers le dos, qui est souvent accompagnée de nausées, vomissements, et qui a comme caractéristique d'être plus marquée en postprandial. Logiquement,
quand vous avez une pancréatite, si vous mangez, vous allez demander à votre pancréas de créer des sucs digestifs et ça va donc augmenter les douleurs. La cholécystite, donc c'est l'inflammation, l'infection de votre vésicule biliaire. Donc là, le patient aura plutôt mal dans son hypochondre droit et ça peut lancer vers l'épaule droite ou en hémiceinture. Il y a normalement toujours, s'il y a une cholécystite, une fièvre associée pour le patient. Après avoir vu donc comment une douleur pouvait nous aider à chercher un diagnostic, hein. Après, bien sûr, j'ai pas détaillé non plus les douleurs des bras, des jambes qui peuvent orienter vers des fractures, de l'arthrite, de l'arthrose, etc., hein. J'ai fait vraiment pour les pathologies organiques, on va dire. On va voir d'autres types d'antalgiques que vous allez être amené à utiliser pendant votre carrière paramédicale. Donc le Méopa, c'est un produit assez magique, hein, qui donc est non invasif vu que c'est du gaz qu'on va faire inhaler au patient. Ça agit assez rapidement, ça a peu d'effets secondaires et l'action, enfin le produit s'évacue assez rapidement dès qu'on arrête l'utilisation. Qu'est-ce que c'est du Méopa? Donc c'est un mélange équimolaire d'oxygène et de protoxyde d'azote. On va donc administrer ce produit par inhalation et ça va entraîner donc une analgésie de surface. Donc ça va endormir votre peau par exemple, hein, pour faire une suture, ça, tout en donnant un état de sédation, mais le patient reste conscient, on peut communiquer avec lui. Ça a également sur les patients un effet anxiolytique, voire euphorisant, et ça va donner un petit effet d'amnésie au patient une fois qu'on aura arrêté le produit. C'est un gaz qui est incolore, qui est inodore, qui est non irritant. Les patients disent que c'est un peu sucré au niveau du masque. Ça diffuse rapidement dans le sang. C'est transporté dans le sang sous forme dissoute. Ça ne se combine pas du tout à l'hémoglobine. Et ce sera éliminé en état inchangé par vos poumons. Donc l'avantage, c'est que ça agit assez vite, hein. On a un début d'analgésie dès 20 secondes, avec un effet maximal en 3 à 5 minutes. Et une réversibilité, comme je l'ai dit, rapide des effets en 5 à 6 minutes dès l'arrêt de l'administration. Si vous voulez chasser encore plus vite le produit, une fois que vous arrêtez le Méopa, vous pouvez mettre le patient sous masque à oxygène, ça va encore accélérer cette élimination. Les autres effets cliniques, hein, que le patient peut ressentir, c'est des troubles de perception sensorielle. Il peut avoir une vision un peu floue, une distorsion des sons, des petites fourmis autour de la bouche et des extrémités. Et ça peut aussi effectivement avoir un effet désinhibant. Ça va par contre préserver vos réflexes laryngés, vos réflexes de toux. Donc c'est vraiment, il n'y a pas de risque d'inhalation normalement en utilisant le Méopa, même si le patient est estomac plein, il n'y a pas de risque normalement qu'il fasse de fausses routes. Ça a une puissance comparable à 15 mg de morphine en intramusculaire. C'est efficace qu'on soit enfant ou adulte. C'est donc utilisé pour faire des gestes iatrogènes diagnostiques, un gaz du sang, une suture, une biopsie. Ça peut être également utilisé pour faire des ponctions lombaires en pédiatrie. Enfin, ça a plein d'indications, avec peu d'effets indésirables, nausées, vomissements, angoisse, malaise, panique, si les gens qui supportent pas d'avoir un masque sur eux. Ça peut donner de légers maux de tête. Et les seuls effets un peu embêtants, donc c'est la distension des cavités closes et la bradycardie pour un enfant. Donc surtout pour un enfant ou un insuffisant cardiaque. Le Méopa, donc, on utilise ça pour un acte diagnostique ou thérapeutique douloureux, mais on ne peut pas utiliser ça plus de 60 minutes. Donc c'est pour ça on ne peut pas faire ça par exemple pour un bloc opératoire qui va durer longtemps. Contre-indications, il n'y en a pas tant que ça, hein, malgré cette diapo. Donc c'est des patients, on ne peut pas le mettre à quelqu'un qui a besoin d'oxygène, on ne peut pas le mettre à quelqu'un qui est dans le coma. Et on ne peut pas le mettre à quelqu'un qui a un épanchement gazeux, vu que ça va le distendre. Donc quelqu'un qui est suspect de pneumothorax, de distension gastrique, d'occlusion intestinale, on ne pourra pas lui mettre de Méopa. Et c'est contre-indiqué également chez la femme enceinte, notamment au premier trimestre. Le matériel, un chariot roulant avec une bouteille, un kit d'administration avec un ballon, une valve anti-retour, un filtre, un circuit d'élimination et un masque transparent qui est bien sûr adapté à la morphologie du visage du patient.
Outre le méopa, on peut utiliser, par exemple pour faire une suture, l'anesthésie locale. Donc l'anesthésie locale, c'est une substance qui va être appliquée au contact du tissu nerveux et qui va bloquer la conduction axonale. Au niveau moléculaire, ces médicaments agissent en ralentissant la vitesse de dépolarisation des fibres nerveuses et l'entrée du sodium. Les plus utilisés, donc vous allez utiliser souvent, vous en tant qu'infirmière, de l'EMLA, donc c'est de la crème que vous allez appliquer au niveau de la peau avant de faire une ponction veineuse. Ça va endormir la peau et du coup, la ponction veineuse sera quasiment indolore. Pour une suture, on va plutôt utiliser de la lidocaïne, c'est-à-dire qu'on va injecter en sous-cutané autour de la plaie de la lidocaïne au patient et ensuite il ne sentira pas quand le médecin va utiliser une aiguille pour recoudre la plaie. Les effets indésirables de ces anesthésiques locaux sont l'allergie, l'infection bien sûr, vu que c'est invasif, on doit piquer pour administrer le produit, il y a un risque d'infection, et après il y a le risque de surdosage. Alors pour faire un surdosage, c'est vraiment si par mégarde, vous injectez le produit plutôt dans un vaisseau où vous êtes en sous-cutané, où là vous pouvez avoir des effets graves cardiovasculaires ou neurologiques, car la lidocaïne c'est avant tout un antiarythmique. Et au niveau neurologique, on peut avoir des convulsions si ça passe dans un vaisseau. Donc normalement, avant d'injecter de la lidocaïne, vous devez toujours aspirer. S'il n'y a pas de retour de sang dans votre seringue, c'est qu'a priori, vous n'êtes pas dans un vaisseau et que vous pouvez donc injecter le produit au patient. Il faut toujours vérifier ça avant d'injecter ce produit. Toute anesthésique locale peut être injectée en intradermique ou en sous-cutané. L'effet est assez rapide, voire immédiat, avec une durée qui va dépendre en fonction de la molécule que vous avez choisie. Par exemple, donc de la lidocaïne, le plus utilisé pour les sutures, ça agit entre 30 et 60 minutes. La marcaïne, ça agit entre 120 et 240 minutes. Le volume injecté dépend de la surface que vous voulez anesthésier, mais il faut respecter quand même des doses maximales autorisées. Par exemple, pour la lidocaïne, on ne peut pas mettre plus que 400 mg. On va faire quelques mises en situation, quelques petits cas cliniques pour essayer de mettre en pratique ce qu'on a appris pendant ce cours. Donc on est à l'accueil des urgences, l'infirmière d'accueil d'orientation accueille un patient de 25 ans qui a très mal à l'épaule suite à une compétition de judo. L'épaule paraît déformée, il n'y a pas de plaie visible. Vous lui demandez immédiatement de chiffrer sa douleur avec la réglette à EVA et on est à 9 sur 10. Ses constantes sont rassurantes, il a un peu de tachycarde, mais ce qui est logique vu qu'il a mal. Sa tension est correcte, son taux d'oxygène est correct. Vous voyez bien sur la photo qu'effectivement il y a une déformation de son épaule droite avec ce qu'on appelle un signe de l'épaulette, un bras qui est en abduction, donc trop près du corps et en rotation interne, et le patient ne peut plus mobiliser du tout son bras. Il y a une impotence fonctionnelle. À la radio, vous voyez ça, donc vous voyez bien, on voit sur cette radio une luxation antérieure de l'épaule. L'humérus n'est pas du tout en face de la surface articulaire de l'acromion sur la radio. Donc le but du jeu, ça va être de remettre cette épaule en place. Mais le patient a mal et c'est un geste qui est douloureux. Donc il va falloir soulager la douleur du patient afin de pouvoir réparer les dégâts. Donc le médecin va vous demander de préparer du méopa et de poser une voie veineuse périphérique afin de pouvoir injecter des antalgiques par voie intraveineuse. Il me demande notamment de préparer de la morphine en intraveineux pour une titration. Une titration, c'est un mot barbare pour dire qu'on va injecter de la morphine régulièrement, à intervalles réguliers, si la douleur est toujours présente. La réduction de l'épaule s'est bien passée avec 15 mg de morphine en intraveineux en titration. Donc pas 15 mg d'un coup, on a par exemple fait 5 mg, puis 3, jusqu'à ce que la douleur soit suffisamment calmée. Le médecin a remis l'épaule et a posé un du-jarrier et demande une radio de contrôle. La radio de contrôle montre que l'épaule est remise en place et le patient peut sortir et rentrer chez lui. Un deuxième cas pour la route. Donc Jordan, 19 ans, il a très mal au ventre. Il a très mal au ventre. Donc vous lui posez des questions, comme toute infirmière d'accueil et d'orientation. Vous avez mal depuis quand? Depuis ce matin. La douleur, elle a apparu progressivement, brutalement. Ça arrivait vraiment d'un seul coup. La douleur, est-ce qu'elle lance quelque part? Elle lance vers mon pli de laine à gauche. Montrez-moi où ça fait mal exactement. Il montre sa fonce lombaire gauche et son flanc gauche.
Si vous deviez mettre une note à cette douleur entre 0 et 10, et combien vous lui mettriez-vous? Donc là, on utilise donc l'échelle numérique. Le patient dit « Oula, je donne 10, je pensais pas que c'était possible d'avoir autant mal un jour que ça. » Avez-vous d'autres symptômes en plus de cette douleur? Oui, j'ai envie de vomir, ça me fait super mal quand je vais faire pipi. Vous avez déjà eu des problèmes de santé? Vous prenez des médicaments? Non, jamais rien eu à part des rhumes, des bronchites, comme tout le monde, quoi. Prenez ces constantes, il chauffe pas, il y a un peu tachycarde, mais sur la douleur. Bon taux d'oxygène, bonne tension. Vous lui posez une voie veineuse et vous passez 1 gramme de perfalgan, car vous avez le droit dans votre service. Il y a un protocole qui permet aux infirmières de mettre du paracétamol quand les patients ont mal, en attendant qu'ils voient un médecin. Le médecin le voit, il pense immédiatement à calcul rénal, une colique néphrétique, devant l'intensité de la douleur, son endroit, son irradiation et le fait qu'il y ait des problèmes mictionnels associés. Il vous demande de lui passer 100 mg de prophénine, donc c'est un anti-inflammatoire intraveineux, et de la morphine, car le perfalgan n'a pas été suffisant. Après 5 minutes, il dit que son EVA, son échelle douloureuse est à 6, donc on continue de la morphine. À 8 minutes, il dit que ça se calme enfin, que le EVA est à 2. Donc le fait d'avoir mis 3 de morphine, puis remettre de morphine, là, vous avez fait une titration de morphine. Les examens vont confirmer l'hypothèse diagnostique. On retrouve un calcul de 4 mm dans son urtère gauche, qui est donc le tuyau qui va du rein à la vessie. Et normalement, au vu de sa taille, il va pouvoir l'évacuer naturellement, sans passer par la case urologie. L'urologue n'aura pas besoin de l'opérer. Donc c'est la fin de ce cours. Donc on a vu ensemble donc comment définir la douleur, quel était un peu son mécanisme physiologique, comment l'évaluer, comment la traiter, en quoi elle peut nous aider comme indice diagnostique dans notre profession, et on a vu on a parlé de quelques molécules pour traiter les douleurs, et on a fini par 2 cas cliniques pour essayer de mettre un peu en synthèse tout ce qu'on a appris durant le cours. Donc j'espère que ce cours a été intéressant pour vous et vous a aidé, et je vous souhaite une bonne journée.